Tu en as marre de crier toute la journée, tu rêves de plus de coopération et de moins de conflits dans ton foyer, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le Décodeur pour Maman Dépassée, le podcast qui t'aide à retrouver de la légèreté dans ton quotidien de maman. Je suis Rachida, maman solo de 8 enfants, consultante en parentalité et passionnée de neurosciences. Et je crois profondément que l'on peut poser un cadre ferme dans son foyer avec beaucoup d'amour. Dans cette saison 2, on continue à décoder les crises et à remplacer les punitions par des alternatives qui marchent. Et je te partagerai aussi les histoires vraies des mamans que j'accompagne en coaching parentalité. Allez, installe-toi, on commence. Dans cet épisode, nous parlerons des peurs chez les tout-petits, nous verrons les 3 erreurs que font quasiment toutes les mamans et un vrai protocole en 5 étapes pour aider notre enfant à ne plus avoir peur et à reprendre un rythme normal au quotidien. Bonne écoute! Il y a quelques semaines, une maman est venue en coaching parentalité en me disant « Rachida, ma fille de 5 ans a eu peur d'une histoire de poupée qui parle, elle ne veut plus rester seule, même en pleine journée. Comment est-ce que je peux l'aider? Cela dure depuis des semaines. » Quand j'ai entendu ça, au début, je me suis dit « Ok, classique, une peur d'enfant, on va parler de validation émotionnelle, d'objets rassurants, c'est dans mes cordes. » Sauf qu'en creusant un peu avec cette maman, elle m'a lâché une phrase qui m'a figée, une phrase qui change tout. Elle m'a dit, en fait, c'est sa cousine de 7 ans qui lui a parlé du film Annabelle. Vous connaissez Annabelle, le film d'horreur avec la poupée possédée, vous voyez de quoi je parle. Sa fille de 5 ans n'avait jamais vu ce film, bien évidemment. Mais sa cousine, un peu plus grande, lui a raconté. Et depuis, sa fille ne dort plus seule, ne reste plus dans une pièce toute seule en pleine journée. Elle a peur de ses propres poupées dans sa chambre. La catastrophe. Ok, je me suis dit, il faudrait que je fasse un épisode du podcast car cela va sûrement intéresser les mamans. Parce que ce sujet, il touche beaucoup plus de familles qu'on ne le croit et il révèle quelque chose de fondamental sur la parentalité d'aujourd'hui. Votre enfant peut être traumatisé par un contenu qu'il n'a jamais regardé, juste parce qu'on lui en a parlé. Ça peut être dans la cour de récré, chez les cousins, lors d'une fête en famille ou autre. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour Maman Dépassée. Moi c'est Rachida, je suis coach parental, maman solo de 8 enfants et je les instruis en famille depuis 10 ans. Aujourd'hui, on va parler d'une situation que vous avez peut-être déjà vécue ou que vous vivrez peut-être un jour. Je ne vous le souhaite pas, mais en tout cas, si vous vous retrouvez face à ce problème, comment réagir? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Je vais vous donner le mécanisme exact qui se passe dans le cerveau de votre enfant quand une peur s'installe comme ça, les 3 erreurs que font 90% des parents et pourquoi elles renforcent la peur au lieu de l'apaiser, et mon plan d'action en 5 étapes applicables dès ce soir. Et la partie dont personne ne parle, comment gérer le fait que d'autres enfants, que ce soit les cousins, les copains, les camarades, peuvent exposer le vôtre à des contenus que vous n'auriez jamais validés. Installez-vous toutes confortablement, on y va. Alors pourquoi est-ce que cette peur est si puissante ? C'est vraiment le premier point qui est hyper important à voir. La première chose qu'il faut comprendre, et c'est vraiment essentiel, c'est de se dire que ce n'est pas une peur exagérée. Je vous le dis tout de suite parce que je sais ce qui se passe dans la tête de beaucoup de mamans dans cette situation. Elles se disent « Oh mais attends, elle a jamais vu le film, pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? C'est complètement disproportionné. » Alors non, ce n'est pas disproportionné et je vais vous expliquer pourquoi. À 5 ans, le cerveau de l'enfant fonctionne d'une manière très particulière. Les neurosciences nous ont appris que la frontière entre la fiction et la réalité est encore extrêmement floue à cet âge-là. Voilà pourquoi cet enfant à qui on va raconter ce genre de choses va penser que c'est une possible réalité pour un enfant à cet âge. Ce qu'on lui raconte, ce qu'il imagine aussi et ce qui existe vraiment, mais c'est vraiment presque la même chose dans son cerveau. On va dire que les zones cérébrales qui permettent de trier ce qui est réel de ce qui est inventé ne sont pas encore matures. Elles ne le seront pas avant, 7 ans, 8 ans, je dirais même parfois 9 ans, selon la maturité des enfants. Donc quand sa cousine lui décrit une poupée qui parle, qui bouge toute seule et qui fait du mal aux gens, son cerveau ne range pas ça dans la case histoire inventée. Son cerveau va ranger ça dans la case danger possible.
Il y a, quelque chose d'encore, plus, puissant et c'est là où c'est fascinant, c'est que l'imaginaire d'un enfant de 5 ans crée des images souvent pires que le film lui-même. Alors réfléchissez 2 secondes, quand vous-même vous regardez un film d'horreur, vous voyez, ce que le réalisateur a choisi de vous montrer, avec des, limites de budget, la technique, les effets spéciaux. Mais quand un enfant imagine une scène à partir d'un récit, son cerveau n'a aucune limite. Il pioche dans toutes ses peurs personnelles, dans tout ce qui le rend vulnérable, et il construit l'image la plus terrifiante possible. C'est pour ça qu'un enfant qui a entendu parler d'Annabelle peut développer une peur aussi intense, je dirais même parfois plus intense, qu'un enfant qui aurait vu le film. Et il y a un deuxième élément qui rend cette peur particulièrement pernicieuse, c'est les poupées. Pourquoi? Parce que les poupées sont des objets de transition. Que ce soit les poupées, les peluches, les doudous, c'est des objets que votre enfant a investis, que ce soit émotionnellement et tout ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est affectif pour lui depuis son tout jeune âge, ce sont ses alliés, c'est même limite ses confidents. Il leur parle quand vous n'êtes pas là, les confidents silencieux, les compagnons de sommeil. Alors quand on lui dit d'un seul coup que la poupée peut devenir méchante, c'est pas juste une histoire qui fait peur, c'est une trahison symbolique. Ses propres poupées dans sa chambre deviennent suspectes. L'objet qui était rassurant se transforme en une menace potentielle. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant pour un cerveau de 5 ans. C'est pour ça que vous, vous voyez votre fille refuser de rester seule dans sa chambre et tout ça, parce que dans son monde, en ce moment, n'importe quelle poupée peut être Annabelle. Et elle a besoin de vous à ses côtés pour se sentir en sécurité. Donc la première chose à intégrer, et je vais le répéter parce que c'est vraiment fondamental, sa réaction est logique. Elle est proportionnelle à ce que son cerveau de 5 ans est en train de vivre. C'est pas une comédie, c'est pas un caprice, c'est pas un truc qui va passer en lui disant «Oh arrête, c'est bon, ça n'existe pas». Donc maintenant que l'on a compris ça, on peut parler de ce qu'il faut faire. Mais avant, je veux que l'on parle de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est là que beaucoup de parents se plantent complètement, quand bien même ils ont les meilleures intentions du monde. Donc les 3 erreurs que 90% des parents font selon moi, allez, on va dire les choses honnêtement, ces erreurs, tout le monde a pu les faire, on n'est pas là pour se montrer du doigt. Si vous les avez déjà faites, ce n'est pas grave, mais maintenant que vous allez les connaître, vous allez pouvoir les éviter. La première erreur, on en a déjà un petit peu parlé, c'est de minimiser la peur. Ça commence souvent par des phrases qu'on dit sans réfléchir parce qu'on veut rassurer l'enfant. Ces fameux mais non, c'est rien, mais c'est pas vrai, ces choses-là n'existent pas, arrête de t'inquiéter pour ça, mais c'est pour de faux, voyons. Le problème, c'est que pour votre enfant, sa peur, elle est bien réelle. Et quand vous lui dites non, mais c'est rien, il entend maman ne comprend pas ce que je ressens, maman trouve ça ridicule, je suis seule avec ma peur. Et là, à ce moment, il se passe 2 choses. Premièrement, elle va plus oser vous en parler parce qu'elle a compris que vous ne prenez pas ça au sérieux. Et deuxièmement, la peur va s'intensifier en interne parce qu'elle n'a plus d'espace externe pour s'exprimer. Et si la peur s'intensifie comme ça en interne, ça devient encore plus compliqué. Donc règle d'or, on ne minimise jamais la peur d'un enfant, même si ça vous paraît absurde, même si vous savez que c'est totalement irrationnel. Pour elle, à son âge, c'est réel. L'erreur numéro 2, demander à l'enfant de raconter ce qu'on lui a dit. Alors celle-là, c'est vraiment un énorme piège parce que quelque part, on a une très très bonne intention. Vous vous dites, je veux comprendre exactement ce qu'elle a entendu. Comment je pourrais déconstruire tout ça pièce par pièce? Ça, c'est une erreur. Quand vous demandez à votre enfant, mais qu'est-ce que ta cousine t'a raconté exactement? Elle t'a dit quoi sur la poupée? Qu'est-ce qu'elle faisait la poupée? Vous l'obligez à reformuler ces fameuses images terrifiantes et vous allez en quelque sorte le forcer à revisualiser, à revivre cette peur. Et chaque fois qu'on reformule une image traumatisante, on la grave un peu plus profondément dans la mémoire. C'est exactement le contraire de ce qu'on veut faire. Donc on évite, on ne pose pas de questions sur le contenu, on reste sur l'émotion. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? Au lieu de demander qu'est-ce qu'elle t'a dit, dites-lui plutôt
qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Qu'est-ce qui t'aiderait à te sentir mieux? Est-ce que vous voyez la différence? On creuse pas dans le contenu effrayant, on accueille déjà l'émotion qui est présente en elle. L'erreur numéro 3, ça va être de forcer l'affrontement. Alors celle-là, c'est souvent la pression du «il faut bien qu'elle apprenne à dépasser ses peurs». Aïe, 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 aïe. Ça, c'est quelque chose qui, chez moi, me demande beaucoup de canalisation de moi-même quand je vois les parents, agir de cette manière. Mais comme je l'ai dit, l'erreur est humaine, on est là pour apprendre. On entend, «Regarde, je te montre la poupée, elle bouge pas, tu vois bien? Allez, on va aller dans ta chambre toutes les 2, on va voir, tu verras qu'il y a rien. Ou tu vas dormir seule ce soir, c'est bon, tu es grande, tu verras, il va rien se passer». Alors stop. Quand un enfant est en pleine peur installée, le forcer à affronter l'objet de ses peurs ne va pas le guérir. Ça va réactiver son système d'alarme. Son cerveau va enregistrer «je suis en danger et maman ne me protège pas». Et là, la peur devient encore plus tenace parce qu'elle vient s'accompagner d'un sentiment d'insécurité affective. L'affrontement, oui, mais bien plus tard, quand l'enfant est prêt, quand elle le demande, pas avant. Pour l'instant, on accompagne, on enveloppe de sécurité, c'est vraiment ce qui est essentiel pour l'enfant. Donc voilà les 3 erreurs fréquentes. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette partie du podcast, ce serait que votre rôle, ce n'est pas de prouver à votre enfant qu'elle a tort d'avoir peur, mais plutôt de lui montrer qu'elle peut avoir peur en toute sécurité parce que vous êtes là. Maintenant, on va passer à la 3e partie, le concret, mon fameux plan en 3 étapes pour se sortir de là. Ok, là on va rentrer dans la pédagogie, c'est limite un mode d'emploi, je vais te demander un peu de concentration, tu es prête, let's go, on y va. L'étape numéro 1, on l'a vu, valider sans minimiser. La toute première chose à faire, c'est de poser une phrase de validation, une phrase courte, simple, qui vraiment va exprimer à ton enfant ce qui est pour toi ok. Tu vas lui dire, écoute, je te vois, je te comprends, ta peur est légitime. Voilà ce que vous pouvez dire mot à mot, à adapter bien évidemment en fonction de votre enfant. J'ai compris que ça t'a fait peur. C'est une histoire qui avait l'air vraiment impressionnante. Tu as le droit d'avoir peur et je suis là. Il y a 4 éléments dans cette phrase qui sont essentiels. Tu as peut-être entendu pour toi des mots anodins. On va décortiquer cette phrase ensemble. Le «je comprends», c'est le fait d'accueillir son émotion. Ça t'a fait peur? Tu nommes ce qu'elle vit. C'est impressionnant? Tu valides que oui, objectivement, c'était quelque chose de fort ce qu'elle a vu. Et je suis là, ça donne la sécurité affective dont l'enfant a besoin. Et surtout, ne vous dites pas « Oh là là, c'est pas vrai, mettez pas de mais s'il vous plaît » parce que le mais annule tout ce qui précède dans la phrase. Donc s'il vous plaît, pas de mais. Ok? Cette phrase, vous pouvez la répéter plusieurs fois dans les jours qui viennent si vous êtes face à ce genre de situation. Et chaque fois qu'elle revient vers vous avec sa peur, sans vous lasser, parce que l'éducation, c'est beaucoup de répétitions, je le sais, vous saurez exactement ce qu'il faut lui dire mot à mot pour que son cerveau puisse digérer un petit peu la situation. La 2e étape, c'est le fait de démystifier le concept du film d'horreur, mais à hauteur de ce qui est compréhensible par un enfant. Maintenant qu'elle se sent entendue, vous pouvez doucement apporter du sens à ce qui s'est passé. Mais attention, pas sur le contenu du film, mais plutôt sur la nature du film d'horreur en tant qu'objet. Je vais te donner là un petit script que tu pourras adapter en fonction de l'âge de ton enfant. Tu vas lui dire, écoute, tu sais, Annabelle, c'est une histoire qui a été inventée par des grands pour faire peur à d'autres grands. C'est comme les déguisements d'Halloween. Tu vois, c'est fabriqué exprès pour faire frissonner. Il y a des acteurs qui sont des adultes qui font semblant. Et quand le film est fini, ils rentrent chez eux et ils mangent, ils s'occupent de leurs enfants, ils vont se coucher comme toi. Et la poupée, elle est rangée dans un carton, dans un entrepôt, elle bouge pas, parce qu'en réalité, elle a jamais bougé. C'est de la peur fabriquée, comme on fabrique un gâteau. Donc l'idée du fabriquer exprès, c'est super puissant chez les enfants, parce qu'elle va remplacer dans sa petite tête le film dans la catégorie des objets construits par des humains pour produire un effet. Et ça aide beaucoup à prendre du recul.
Donc tu peux aussi aller plus loin si elle est curieuse, lui expliquer que dans les films, il y a du maquillage, des câbles pour faire bouger des objets qu'on ne voit pas, des techniciens, que la poupée Annabelle, elle est en plastique, qu'elle a été fabriquée dans dans une usine, oui, comme ses propres jouets à elle. Ça, c'est important aussi de réussir à démystifier. Comme je l'ai dit, on adapte en fonction de l'âge et de la maturité de l'enfant. L'étape numéro 3, c'est de réintroduire la solitude par des missions courageuses. Là, on va entrer dans le concret quotidien parce que le problème immédiat, c'est qu'elle ne veut plus rester seule dans une pièce même la journée. Et puis, de notre côté, en tant que maman, on a besoin de pouvoir aller aux toilettes, faire la cuisine, voilà, vivre notre vie. Donc, l'idée, c'est pas de forcer la solitude d'un coup, mais de la réintroduire par micro-dose avec des jeux. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Tu vas lui dire, écoute, ma chérie, j'ai une mission pour toi. Est-ce que tu peux aller chercher ton livre dans le salon pendant que je compte jusque 10? Moi, je reste ici et je compte fort, comme ça tu m'entends, et toi, tu reviens vite. Donc, elle va s'éloigner pendant 10 secondes, elle revient, vous la félicitez et vous fêtez la réussite. Waouh, bravo, ma chérie, t'as été super courageuse. Et le lendemain, vous augmentez avec 20 secondes, avec une autre mission, puis 30 secondes. Et quand vous voyez que vraiment ça commence à s'installer, voilà, vous pouvez tenter de lui dire, écoute, est-ce que tu peux aller dans ta chambre pendant que je finis la vaisselle? Si tu veux, je sais pas, on chante une chanson ensemble, vous voyez, vous faites quelque chose qui fait que elle va vous entendre, et tu lui dis, voilà, quand la chanson sera finie, tu reviens, si je n'ai pas fini la vaisselle, ou si moi j'ai fini la vaisselle, je viens te raconter l'histoire. Le contact vocal, en fait, il est essentiel au début parce que elle ne va pas se sentir coupée de vous. Et chaque petite réussite va reconstruire sa confiance. Ok? Et je parle pas de la confiance en vous, je parle de sa confiance en elle-même. Et c'est ça qui compte pour qu'elle puisse reprendre un rythme de vie normal. On peut créer un objet courage aussi, ça c'est la 4e étape. C'est une technique que j'utilise beaucoup avec mes propres enfants, puis avec les mamans que j'accompagne. Et ça marche vraiment très très bien chez les tout petits comme ça. Vous allez choisir un petit objet, un caillou, un bracelet, une petite peluche qu'elle peut mettre dans sa poche, une médaille, bref, ce que vous voulez, et on transforme en objet courage. Donc, on fait une petite discussion et tout. Tu dis, allez, on va choisir ensemble un objet qui va t'aider quand tu as peur. Ça va être un objet qui va te rappeler que tu es courageuse quand tu la tiens dans ta main et quand tu l'as dans ta poche. Et bien en fait, ça va te permettre de te rappeler tout ce courage qu'il y a en toi. Même quand maman n'est pas là, ça va être cette façon de te rappeler de tout ce qui existe déjà en toi. Ok? Et vous lui apprenez à l'utiliser. Voilà, quand elle a peur, hop, elle prend cet objet, elle se rappelle de ce courage qui est en elle et vous expliquez. Enfin, vous choisissez un petit rituel de respiration et une petite phrase qu'elle peut répéter en disant je suis forte. Alors attention, c'est là en fait où mes propres valeurs à moi vont un petit peu venir contrebalancer ce qui peut se passer. En général, les mamans vont parler d'un objet magique qui va être la source du courage, que c'est l'objet qui va insuffler le courage à l'enfant. Moi, je suis complètement contre cette vision des choses. Je veux juste en fait que cet objet ce soit en fait un rappel, un mécanisme en fait qui va déclencher dans le cerveau de l'introspection auprès de l'enfant. Donc voilà, quand je prends cet objet, boum, ça me rappelle dans ma tête que j'ai du courage en moi. Je ne veux pas rendre l'enfant dépendant d'un objet en disant que le courage n'est pas en lui, mais dans l'objet et tout. Ça, c'est complètement contre mes valeurs. Donc ça, c'est non, objet magique et compagnie. J'adhère pas à cette symbolique. Vous faites ce que vous voulez avec vos enfants. J'aime quand même être claire avec vous dans ce genre de situation. Comme je vous l'ai dit, moi, je veux que l'enfant soit rassuré de par ses propres compétences parce que ça fait partie de ce qui est essentiel dans la construction de l'estime de soi et c'est ce qui est propre à mes valeurs. La 5e étape, c'est, comment expliquer ça? C'est de casser un petit peu le pouvoir de l'image par le rire. Mais ça, en fait, ça viendra tout à la fin quand elle sera prête. C'est vraiment la toute dernière quand on a réussi à lui faire regagner un petit peu du courage avec les petites missions et compagnie. Et si on le fait trop tôt, ça peut déconstruire tout ce qu'on a fait avant. Donc ne soyez pas pressés. Allez-y étape par étape dans cet accompagnement. Quand votre fille va venir vers vous et que vous verrez qu'elle va mieux, peut-être, ça prendra peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines, ça dépendra de votre enfant, vous allez pouvoir doucement désamorcer la figure d'Annabelle par le ridicule.
Alors, tant qu'elle est encore dans la panique, tant qu'elle est un peu encore dans les pleurs et compagnie, c'est non. On fait ça quand elle est apaisée. Vous pouvez glisser l'air de rien. Oh, tu sais, je me demandais, est-ce que Annabelle, elle sait faire ses lacets? Parce que moi, je trouve qu'avec ses petites mains en plastique de poupée, à mon avis, ça doit être super dur. Vous voyez, pour rigoler. Voilà, histoire de démystifier cette image. Ouais, tu crois qu'Annabelle, elle peut glisser sur une peau de banane? Oh, bah moi, j'imagine la scène, elle doit vraiment tomber sa robe, elle doit s'envoler. Ça doit être trop rigolo si on avait mis ça dans le film. Vous voyez, l'idée, c'est de désacraliser l'image de la peur pour la sortir voilà, de ce registre terrifiant, pour la basculer un petit peu dans le ridicule. Une fois qu'on rit un petit peu d'une peur, bah, cette peur perd son pouvoir. Mais encore une fois, seulement quand elle est prête. Si vous voyez qu'elle ne rit pas, qu'elle vous regarde avec inquiétude, vraiment, lâchez l'affaire. On y reviendra plus tard, ce n'est pas encore le beau moment. Donc voilà mes 5 étapes. Valider, démystifier le film d'horreur, l'émission courageuse, l'objet courage et désamorcer par le rire. Ok? Maintenant, on va parler de quelque chose dont personne ne parle. Et c'est probablement la partie la plus importante de cet épisode. C'est un sujet qui est un petit peu tabou dans les familles. C'est la contamination par les autres enfants. Il y a vraiment une réalité de la parentalité d'aujourd'hui qu'on n'aborde quasiment jamais. Et pour moi, c'est devenu une situation qui est extrêmement fréquente et qui mérite vraiment notre attention. Vous pouvez avoir fait tout ce qu'il faut de votre côté dans l'éducation de votre enfant. Vous pouvez contrôler les écrans à la maison. Vous pouvez n'avoir jamais laissé votre enfant devant un contenu inadapté. Vous pouvez avoir mis en place toutes les règles du monde. Et un jour, une fête en famille, les cousins en voiture, la cour de récré, le centre aéré, ce que vous voulez, un autre enfant va en parler, va raconter, va même potentiellement montrer, vu que les enfants ont accès au téléphone de plus en plus tôt. Et là, vous allez découvrir, vous, le soir, que votre enfant ne dort plus parce qu'on lui a parlé d'Annabelle ou de je ne sais quoi. Et ça, vraiment, c'est la réalité. On ne peut pas tout contrôler. Il faut vraiment être clair là-dessus. Mais on peut faire quelque chose. D'abord, on en parle à la famille ou aux parents concernés, sans dramatiser, mais clairement. Il y a beaucoup de mamans qui n'osent pas parce qu'elles ont peur de passer pour la rabat-joie, une maman beaucoup trop protectrice, voire même potentiellement une bobo qui se prend pour je ne sais pas qui. Elles ont peur même de créer parfois des conflits dans la famille. Je vais vraiment être très claire avec vous. C'est votre rôle de poser le cadre. Pas d'accuser les autres ni de les culpabiliser, mais d'informer. Vous pouvez dire à la maman de la cuisine quelque chose comme « Bon, écoutez, je voulais vous dire que nanani nanana a été vraiment impactée par l'histoire d'Annabelle que Tatati lui a racontée. Ça l'a beaucoup marquée. Elle ne dort plus toute seule. On est en train de gérer ça doucement. Ça serait top que ce sujet ne revienne pas à la prochaine rencontre, le temps qu'elle s'apaise. Merci pour votre compréhension. » C'est pas une attaque, c'est juste une information, c'est factuel, c'est posé. Et la plupart des gens comprennent très bien quand on leur parle comme ça. Les problèmes apparaissent quand on commence à pointer du doigt la façon d'éduquer les uns et les autres. Ensuite, il faut préserver votre enfant à l'avance. Parce que ces situations, il va pouvoir se retrouver face à ça. Et voilà, une fois que la peur actuelle sera passée, au bout de quelques semaines, là, vous pouvez avoir une conversation vraiment préventive avec votre enfant et vous lui dites, écoute, tu sais, parfois tu as des copains ou tes cousines qui vont te raconter des histoires qui font peur ou te montrer des choses que tu n'as pas envie de voir. Tu as toujours le droit de dire non, je ne veux pas entendre ça ou de venir me voir. Tu n'es pas obligé d'écouter ce que les autres te racontent. Vous lui donnez ainsi un outil de protection pour les situations futures, parce qu'il y en aura d'autres. La vie sociale d'un enfant, c'est aussi ça. Et plus vous l'équipez tôt, plus votre enfant saura se protéger de tout ce monde-là. Vous voyez, parce qu'en grandissant, elle ne pourra pas continuellement attendre que quelqu'un vienne la sauver de ce genre de situation, vous voyez. Donc c'est vraiment un outil essentiel pour un enfant qui grandit. Et enfin, surveillez les écrans dans les jours qui suivent,
pendant la phase de peur active, hein, si bien évidemment votre enfant a accès aux écrans, chacun fait ce qu'il veut dans sa famille, on n'est pas là pour juger, mais si vos enfants ont accès aux écrans, le seuil de sensibilité de votre enfant va être très 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 bas. Donc évitez tout ce qui contient des poupées peut-être un peu inquiétantes et des personnages ambigus, même dans les dessins animés qu'elle regarde d'habitude sans problème. Privilégiez vraiment du contenu très familier, très très doux, du contenu rassurant. C'est temporaire, c'est juste le temps que son système nerveux se réapaise. Il y a des situations dans lesquelles il faut consulter un professionnel. Vraiment, avant qu'on termine, je veux que vous soyez très clair avec ça. Il y a des signaux qui doivent vraiment vous alerter parce que, ok, dans la majorité des cas, ce type de peur, ça passe, hein, quelques jours, quelques semaines, avec un bon accompagnement parental comme celui que je viens de décrire, mais parfois ça passe pas. Et là, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Donc, les signaux qui méritent une consultation avec un pédiatre ou un psychologue pour enfants, c'est la peur qui va durer vraiment plus d'un mois sans amélioration malgré votre accompagnement. Quand elle s'intensifie au lieu de diminuer, quand elle se généralise à d'autres objets, d'autres situations, d'autres lieux, quand votre enfant fait des cauchemars répétés, presque toutes les nuits, quand il finit par refuser d'aller à l'école ou à des activités qu'avant il adorait, quand votre enfant va développer des symptômes physiques, maux de ventre, l'énurésie qui revient, hein, des pipis au lit, la perte d'appétit, et quand vous sentez que vous-même vous êtes dépassé et que ça pèse sur toute la famille entière, vraiment consultez. C'est pas un échec, c'est intelligent. C'est ce qu'on appelle prendre la bonne décision au bon moment, que ce soit un coach parental, que ce soit un psychologue pour enfants. On peut faire un travail très bref et très très efficace sur ce type de peur, souvent vraiment en quelques séances seulement. Donc voilà, on dédramatise, mais on prend notre responsabilité d'adulte et on aide cet enfant. Donc avant de vous laisser, je voudrais vous dire quelque chose, hein, à vous les mamans qui m'écoutez. Peut-être que vous êtes dans votre voiture, peut-être que vous pliez votre linge, peut-être que vous êtes dans le métro. Vraiment, si vous vivez ce genre de situation en ce moment, si votre enfant est accroché à vos jambes toute la journée, si vous ne pouvez même plus aller aux toilettes sans qu'il vous suive, si vos nuits elles sont coupées parce qu'il n'arrête pas de vous appeler, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien raté en tant que maman, vous n'avez rien fait de mal, vous êtes simplement confronté à une réalité de la vie d'enfant qui dépasse parfois le cadre de votre contrôle. Et ce qui compte maintenant, ce n'est pas comment c'est arrivé, mais comment vous allez l'accompagner. Et la deuxième chose que je veux vous dire, c'est vraiment prenez soin de vous aussi, parce que ces périodes où un enfant a besoin de présence vraiment constante, c'est épuisant, que ce soit émotionnellement, physiquement, mentalement. Vous absorbez sa peur, vous absorbez ses besoins, vous absorbez ses pleurs. Et comment vous dire ça? Si vous ne vous reposez pas convenablement, si vous ne déposez pas vous aussi votre charge quelque part, hein, que ce soit auprès d'un ami, d'une coach, d'un partenaire, d'un thérapeute ou quoi que ce soit, vous allez craquer. Et une maman qui craque, elle ne peut plus accompagner son enfant. Donc s'il vous plaît, vous prenez 10 minutes pour vous ce soir, une douche chaude, une tisane, un moment de silence. C'est pas du luxe, c'est de l'entretien. Voilà. Donc si cet épisode vous a aidé, partagez-le avec une autre maman. Vous en connaissez sûrement une qui vit ou qui a déjà vécu ça. Et parfois, juste savoir qu'on n'est pas seul, ça change tout. Si vous voulez aller un petit peu plus loin avec moi, sachez que j'ai un petit pack qui s'appelle Et là, je fais quoi? C'est 26 scénarios un petit peu concrets de la vie de famille comme celui que j'ai pu vous expliquer là, avec à chaque fois un script et un protocole détaillé pour gérer les crises de votre enfant. Voilà, le lien est dans la description de l'épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de vos tout petits et on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode du décodeur pour maman dépassée. Je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi une petite note 5 étoiles si ce podcast vous plaît toujours autant et je vous dis à dans 2 semaines.